Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que la dernière lecture vous aura apaisé ou peut-être fait ouvrir les yeux sur certains aspects de la dépression, du stress et des crises d'angoisse en général. À l'heure où je préenregistre les textes, je n'ai pas lu vos commentaires pour la simple et bonne raison que les vidéos ne sont pas encore sorties. Après la lecture de ce livre, je vous ferai un retour des divers commentaires si j'en ai eu. Donc on s'était arrêté à la leçon numéro 7 et on va reprendre du coup à la leçon numéro 7. Donc pour ceux et celles qui auraient le livre, c'est à la page 56. 7. Apprendre à être enfin soi-même. Nos corps veulent se libérer du carcan de l'attention. Ils veulent être eux-mêmes. Nos esprits aussi voudraient être libres. Au lieu de cela, nous jonglons avec notre émotion pour ne pas décevoir notre entourage. Nous acceptons telle ou telle autre contrainte pour faire plaisir à nos parents, à nos professeurs, puis à notre partenaire, nos enfants, notre patron, notre belle-mère, et la liste est très longue. Quand cela prendra-t-il fin? Seulement lorsque nous nous aimerons suffisamment pour arrêter de jouer la comédie. Bien sûr, vous ne devez plus cesser d'aimer les personnes qui ont joué un rôle dans ce jeu de nanotensicité. Mais vous devez à vous-même reconnaître que vous êtes une personne unique, importante, quelles que soient vos émotions. C'est votre droit le plus strict. Vos émotions vous appartiennent et cela se passe entre vous et votre conscience, qu'elle soit juste ou fausse. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez penser ou ressentir. Les émotions ne devraient pas. Elles sont. Dès que vous cessez de lutter avec les vôtres et commencez à les accepter, la vie devient plus simple et également beaucoup plus excitante. Vous pouvez ne pas être toujours fier de ce que vous éprouvez vis-à-vis de certaines choses, mais au moins, vous êtes à l'écoute de la personne que vous êtes vraiment. Un changement devient possible lorsque vous avez accepté ce que vous voulez modifier en vous. Il est également important d'encourager ceux qui nous entourent, en particulier les jeunes, à s'approprier leurs émotions et à les exprimer. Trouvez vos propres réponses. Il faudra peut-être accepter l'idée que votre douleur n'intéresse personne. Vous ne présentez aucune anomalie médicale grave, pas d'augmentation du nombre de globules blancs, d'anomalie cérébrale, ni même d'hallucinations intéressantes qui pourraient inciter un thérapeute à déclarer « Je vois exactement ce que je pensais », classique. Vous vous retrouvez seul à lutter pour continuer jour après jour, déboussolé et coupable de ce que vous ressentez, assis dans votre bel appartement, sur votre canapé, mais entouré de tasses de café sales et de mégots de cigarettes, de taches sur votre table ou votre cheminée. Vous avez le choix. Les choix qui suivent sont de l'ordre de vos possibilités. C'est à vous de décider si vous voulez les réaliser. Êtes-vous prêt à vous sentir responsable de votre santé physique et mentale? Avez-vous envie de voir le rôle que vous jouez dans votre propre malheur? Êtes-vous décidé à cesser de vous faire du mal avec l'alcool, la drogue, le tabac, une alimentation déséquilibrée, un manque d'exercice physique et de plein air? Avez-vous envie de cesser d'être désolé de ce que vous êtes? Souhaitez-vous découvrir quels sont vos besoins réels? Voulez-vous cesser de faire toujours passer vos besoins après ceux des autres? Pouvez-vous accepter l'idée que l'on ne change pas les gens, mais que l'on peut juste faire en sorte que leur comportement cesse de vous blesser? Pouvez-vous accepter la perspective que si vous ne prenez pas soin de vous, vous risquez de devenir un fardeau terrible pour votre entourage? Pouvez-vous accepter l'idée que votre anxiété ou votre dépression sont dues en grande partie à la manière dont vous vous voyez? Avez-vous envie d'être vous-même et non la personne que votre entourage voudrait que vous voyiez? Apprenez-vous à vous affirmer. Cela peut s'avérer très révélateur et libérateur, mais il ne faudrait pas pour cela accabler vos proches de leur jeter à la figure « Regardez bien, vous allez découvrir ce que je suis vraiment. C'est fini de jouer à la marionnette. » Vous pouvez vous y prendre avec douceur et amour. Cela étant, soyez prêt à affronter des critiques, quelles qu'elles soient, la manière dont vous leur annoncerez. Pourquoi les relations sont-elles si difficiles? En fait, cela serait-il le cas si nous acceptions les gens tels qu'ils sont et nous nous montrions tels que nous sommes, avec nos qualités mais aussi nos défauts?
Nous avons vu que des émotions authentiques provoquent un comportement sain, une attitude équilibrée, la capacité de s'adapter au changement et celle de faire face à toutes les situations. Les émotions refoulées aboutissent, en revanche, à un comportement névrosé, à de l'anxiété et ou de la dépression. Si vous commencez par être honnête envers vous-même, l'honnêteté envers les autres sera la prochaine étape. N'oubliez pas, bien évidemment, qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autres changent. Vous pouvez seulement leur montrer que leur comportement vous affecte. Une communication honnête et ouverte. Imaginez la scène suivante. Bernard, Antoine et Georges sont dans leur bar fétiche, comme chaque semaine. Ils sont amis depuis des années. La scène se déroule au début du mois d'avril. Généralement, ils parlent de sport, de leur travail, de leurs prochaines vacances, des factures de chauffage, de bricolage. Mais ce soir, ils vont parler, Georges en moins, des émotions. Bernard et Antoine sont au bar lorsque Georges arrive. Ils se disent bonsoir, puis Bernard remarque que Georges a les yeux rouges. Bernard dit « Déjà le rhume des foins, mon vieux ?» Georges, l'air plutôt penaud, lui répond « Non, en fait, je viens de verser quelques larmes. » Bernard et Antoine. Des larmes? Il n'aurait pas été plus embarrassé si Georges lui avait dit qu'il venait de mouiller sa culotte. Bernard, d'un ton grave. Il y a un problème avec Béatrice? C'est ça, Georges? Georges souriant. Non, Béatrice va bien, tout va bien. Antoine, sa curiosité l'emportant sur sa gêne. Alors pourquoi est-ce que tu pleurais? Georges lui répond. Je ne pleurais pas vraiment. En fait, la vie me semblait si belle. Juste avant de venir, j'étais dans le jardin. Le soleil était encore chaud. Un merle prenait dans la gouttière de la mousse pour faire son nid, et j'entendais Béatrice qui joue au piano, un vieil air loufoque. Cela m'a bouleversée. J'ai senti venir des larmes, et je les ai laissées sortir, c'est tout. Quand j'ai eu ma crise cardiaque l'année dernière, ils m'ont dit que je ne devais pas réfréner mes émotions. Bernard et Antoine. Ensemble après un long silence. Tout le monde est partant pour un demi? Durant l'heure qui suit, ils vont parler de la voiture de Bernard qui prend la rouille, du gouvernement et du nouveau barman. Georges, l'air heureux et détendu, va aux toilettes. Antoine et Bernard se regardent par-dessus leur verre de bière. Bernard, tu crois qu'il va bien? Antoine, je ne sais pas, mais en revanche, je sais qu'il avait un cousin qui est devenu cinglé. Toute leur vie, ils ont caché leur peur et leur tristesse, même envers ceux qui leur sont le plus proches. Bernard a peur de prendre l'avion, de se retrouver au chômage et que son épouse meure avant lui. Son père qui se fait vieux le rend triste et il n'a pas encore accepté la mort de son chien. Il garde tout en lui. Antoine a dormi avec la lumière allumée jusqu'à son mariage. Son épouse ignore qu'il craint à ce point le noir. Elle voudrait seulement qu'il soit aussi organisé pour le reste qu'il ne l'est pour l'éventualité d'une coupure de courant, des lampes électriques et des bougies un peu partout dans la maison. Il ressent beaucoup de tristesse et de compassion pour l'enfant handicapé de ses voisins. Pourtant, il l'ignore complètement et fait tout son possible pour éviter ses parents. Il fume et redoute d'avoir un cancer, mais s'énerve dès qu'on aborde ce sujet. Il est fou de sa femme, mais il lui dit rarement qu'il l'aime. Georges a longtemps culpabilisé parce qu'il avait profondément blessé son épouse, et il le savait, en refusant de voir leur enfant mort-né. Il n'en comprenait pas la raison, mais l'idée de voir un bébé mort le terrorisait. Plusieurs mois après l'accouchement, malheureusement, de sa femme, il a attrapé la grippe. Alors qu'il somnolait devant la cheminée, il arrivait d'un frère qu'il n'avait pas eu, car il était mort en venant au monde. À l'époque, il avait 4 ans. À son réveil, il s'était senti bouleversé. Il se rappelait la peur qu'il avait éprouvée lorsqu'il avait dû embrasser la petite joue froide. Il se souvenait aussi qu'on l'avait envoyé chez une de ses tantes qui lui faisait du mal, quand elle lui lavait le visage. Ce rêve lui avait donné une clé pour comprendre d'où venait sa culpabilité, mais il était incapable de partager cette découverte avec son épouse. Lorsqu'il lui en a parlé, des années plus tard, à sa sortie de l'hôpital après sa crise cardiaque, ils ont longuement pleuré ensemble et toute la douleur due à l'indifférence apparente de Georges envers ce bébé perdu s'est envolée. Que vont penser les autres? En ne montrant pas aux autres vos émotions véritables, n'êtes-vous pas en train de répéter l'erreur que commettent les adultes quand vous étiez jeune? Un enfant pense « Quand je serai grand, je ferai ceci et cela ». Mais le faisons-nous? Est-ce que nous ne continuons pas plutôt à cacher nos émotions et à jouer un rôle pour que les gens nous apprécient et ne nous abandonnent pas? Nous continuons de dire oui alors que nous pensons non, et l'inverse. Mais à quel prix?
8. Comprendre la nature de l'anxiété. Comprendre la nature de l'anxiété permet parfois de la faire disparaître. Il existe 3 principaux types d'anxiété, mais ce ne sont pas les seuls. Leur point commun, ce sont les symptômes physiques. La cause peut être différente, mais les effets sur le corps sont identiques. Un jeune homme a pleuré durant sa première séance visant à lui apprendre à vaincre son anxiété. Ses larmes étaient un mélange de soulagement et de colère. Il aurait évité bien des années de médication s'il avait compris ce qui se passait. Les types d'anxiété. L'anxiété exogène. Il s'agit d'une angoisse à propos d'une menace réelle sur le corps ou d'un événement de la vie, par exemple une intervention chirurgicale ou la perte de son emploi. Parfois, la menace est si effrayante que la personne en souffrance se refuse à affronter l'origine de sa peur qu'elle transforme en symptômes physiques. Somatisation. Elle nie avoir un problème dans sa vie et devient évasive si le médecin lui demande si elle a des ennuis. Cette négation n'est pas un mensonge, c'est la vérité telle qu'elle la voit. Il y a l'anxiété endogène. Ici, la peur vient de l'intérieur. Elle est alimentée par des pensées, mais il ne s'agit pas d'une pensée du type « que se passera-t-il si je rate mes examens ?» Comme dans le cas d'une anxiété exogène, mais d'une peur intérieure mal définie que la personne en souffrance ne reconnaît peut-être qu'en partie, comme la peur de perdre le contrôle, d'être puni, de ne pas être aimé, d'éprouver des émotions destructrices, parfois envers des membres de sa famille. La personne est souvent envahie par la crainte de représailles, par exemple si elle déteste son patron mais n'ose pas le montrer. Cela risque d'aboutir à une haine de soi à cause de ce que l'on perçoit comme de la lâcheté. Puis vient l'anxiété du jugement. L'éducation morale que nous avons reçue dans notre enfance entraîne souvent une autre source d'anxiété, de l'angoisse à propos d'un sentiment de culpabilité. En grandissant, nous continuons d'entendre dans notre tête ce que l'on nous a rabâché, ce qui aboutit à un système interne de jugement, bien plus sévère que notre éducation initiale. Il y a ici une confusion de culpabilité par anticipation. Nous sommes terrifiés à l'idée de faire quelque chose qui serait condamné par la société et immensément frustrés à la perspective de devoir accomplir la même routine stupide afin de contenir notre anxiété. Ce peut être par exemple un homme qui dirait toujours oui parce qu'il est incapable de supporter le sentiment de culpabilité qu'il éprouverait-il s'il disait non. Il trouve très contraignant de faire chaque dimanche 25 km pour conduire sa mère chez son ami afin qu'elle puisse jouer au bridge, mais il préfère s'y astreindre plutôt que de se sentir coupable. Demandez-vous ce qu'une désapprobation signifie pour vous. Comment vous sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous ? Vous sentez-vous plutôt anxieux, blessé, piégé, déprimé ou tel un enfant qui a fait une bêtise ? Avez-vous l'habitude d'agir pour éviter une désapprobation, même lorsqu'il s'agit de petites choses et de vous détester ensuite d'avoir été aussi faible ? Agissez-vous ainsi encore et encore ? Les effets du système du jugement. Ce que nous faisons subir à nos enfants. Lorsque nous sommes constamment bombardés de propos du style « tu dois être sage », « pense à ce que ressentent les autres », etc. Ce que nous entendons vraiment, c'est « frappe-toi avec un bâton, ne pense pas à ta petite personne, efforce-toi d'être bien vu de tous et fais toujours passer les sentiments des autres avant les tiens ». Il y a quelque chose de profondément faux dans cela. Nous devons apprendre à aimer les autres, comme nous-mêmes, mais également à ne pas reléguer nos émotions au dernier plan. Un système qui nous apprenait à ignorer nos besoins risquerait de créer des martyrs sans personnalité ou, à l'opposé, des rebelles qui ne penseraient qu'à eux et se complairaient à faire un peu de cas de sentiments des autres. La culpabilité. Si, durant l'enfance, notre anxiété, du jugement et du jury, ne fait que progresser, le prisonnier que nous sommes se retrouve pour toujours en liberté surveillée et vit dans la peur de commettre un crime contre la société hantée par la perspective oppressante d'un châtiment. Certaines personnes redoutent tellement une éventuelle culpabilité qu'elles sont constamment tendues. Cela ne pourrait-il être la cause de tant d'obsessions et de phobies ? L'anxiété diffuse. On parle d'anxiété diffuse lorsqu'il n'y a pas de cause évidente à la peur, lorsqu'elle ne repose sur rien. Une personne pourra dire « je ne vois aucune raison d'être angoissée et pourtant je le suis continuellement ». Un argument que réfuterait son inconscient. Cet homme a probablement refoulé de vieilles peurs.
ce qu'il s'efforce de rationaliser avec son intellect. Ma situation financière est bonne, mon épouse m'aime. Mais cela ne marche pas. Il est impossible de duper l'inconscient qui a gardé en mémoire ce qui s'est vraiment passé. Revivre la scène traumatique. Robert avait l'habitude de dire, à propos de ses anciennes souffrances, « Il suffit de ne pas y penser, ça finira bien par passer. » Cela marche peut-être un temps, mais un jour ou l'autre, un détail du présent ramène à la surface d'anciennes émotions, longtemps refoulées dans l'inconscient, et qui vous sautent à la figure. C'est ce qu'on appelle une reviviscence. C'est arrivé à Robert d'une manière, il est vrai, particulièrement intense. La prochaine fois que vous réagissez plus violemment que nécessaire, demandez-vous pourquoi. Y a-t-il en vous plus de colère que ce que vous voulez bien admettre ? Suffit-il d'une pensée triste pour que vous plongiez dans la dépression parce qu'en fait, vous êtes constamment suspendu au bord du gouffre ? Y a-t-il quelque chose dans votre passé que vous n'êtes jamais parvenu à accepter ? La fille unique de Robert était sur le point de partir travailler à l'étranger et il ne comprenait pas pourquoi cela le mettait dans un tel état. Il commençait à angoisser et ressentait un terrible sentiment de perte. Cela n'avait aucun sens. Il savait qu'il la verrait plusieurs fois par an et, ce qui était encore plus déboussolant, il se réjouissait qu'elle ait eu une telle chance. Évacué de vieilles émotions, après plusieurs séances où il a pu parler, tout ce qu'il avait refoulé pendant des années est ressorti. Son enfance avait été en grande partie triste. Sa mère avait abandonné le foyer conjugal quand il avait 13 ans. Son père s'emportait pour rien et il avait fini le maximum pour que les choses se passent à peu près bien. Il avait, entre autres, pratiquement élevé sa jeune sœur. Son père le considérait comme un garçon sensible et aimant, sans voir qu'il débordait également de colère et de peur. Au début, Robert a eu beaucoup de mal à exprimer sa douleur à propos de quelque chose qui était arrivé il y a si longtemps. Cependant, il comprenait combien cette vieille peur de la perte avait perpétué ses émotions présentes. Cette colère qui s'exprimait à nouveau le rendait plutôt difficile à vivre, mais heureusement, sa famille était là pour le soutenir. Il a fait d'énormes progrès et a fini par dire qu'il se sentait physiquement plus léger, comme si un poids lui avait été ôté. Il s'était enfin débarrassé de son fantôme. 9. Comprendre la nature de la dépression. La dépression est très différente de la déprime. Lorsqu'on est déprimé, que l'on broie du noir, on a conscience de la tristesse due à un fait douloureux dans sa vie ou celle de personnes qui nous touchent. Cependant, peu à peu, le chagrin s'estompe et même si nous avons le cœur lourd, nous pouvons être réconfortés et vivre normalement. Ce n'est pas le cas lors d'une dépression. La personne en souffrance est tellement incapable de faire face aux émotions douloureuses qui l'assaillent qu'elle s'en déconnecte pour ne plus rien ressentir. Le problème, c'est qu'elle se coupe également des émotions agréables qui pourraient lui redonner goût à la vie. Elle est comme anesthésiée. C'est pourquoi il est difficile, voire impossible de la réconforter. Il est triste de constater que tant de personnes peuvent vivre tellement d'années en ayant perdu toute joie de vivre, incapables de réaliser qu'elles souffrent en fait d'une maladie pouvant être soignée. Si vous ne pouvez plus utiliser l'un de vos doigts parce qu'il se retrouve engourdi, vous vous précipitez chez votre médecin pour qu'il en trouve la cause. Pourquoi alors accepter que vos émotions soient engourdies ? La dépression est souvent insidieuse et sournoise. Elle vous envahit, anesthésiant peu à peu vos émotions jusqu'à ce que votre incapacité à ressentir quoi que ce soit devienne à peine perceptible. Vous vous résignez alors à votre sort. Je voudrais faire une petite parenthèse, j'ai un peu de mal à lire parce que ce livre il me parle tellement, c'est tellement moi en fait. Je ne sais pas qui écoute ce genre de vidéo et si vous en avez besoin ou quoi, mais dites-moi dans les commentaires à l'instant, la présence, si ça vous parle tout ça. Moi ça me parle, j'ai beaucoup de mal à le lire, je fais beaucoup de pauses parce que je sais pas, ça me parle énormément. Enfin, j'ai l'impression qu'il a été écrit pour moi, c'est pas le cas, mais parce que je suis atteinte de tout ça, mais bref, je reprends. Et veuillez m'excuser si je cafouille un petit peu. Voici ce qu'a décrit une jeune femme. Être dépressive est comme se trouver dans une pièce qui aurait besoin d'être décorée. Comme vous n'en avez pas conscience, vous ne faites rien. Tout ce que vous savez, c'est que vous vous sentez affreusement désemparé et mal de devoir rester dans une telle pièce.
Lorsqu'elle a compris qu'elle souffrait de dépression, elle a dit que c'était comme de pouvoir remarquer les fissures dans un mur, réalisant enfin pourquoi elle était restée dans cette pièce si lugubre. Elle s'est sentie revivre. Son problème était désormais: comment faire pour que cette pièce devienne plus agréable? Dans un premier temps, il est parfois encore plus douloureux de supporter toutes les émotions qui remontent à la surface et qui, inévitablement, apportent leur lot d'anxiété. Comment réparer les murs, les fissures? Est-ce que je trouverai la bonne couleur? C'est une situation effrayante, mais également très excitante parce que les sensations positives ressurgissent à nouveau. C'est le début de la guérison. Un jeune homme l'a décrite ainsi: c'est comme si j'avais subi une intervention chirurgicale et que j'avais été anesthésiée durant de longues années. Lorsque j'ai commencé à sortir de la dépression, ma blessure s'est mise à me faire mal, mais j'étais enfin suffisamment éveillée pour croire ce qui me disait qu'il finirait par guérir et que je pourrais redevenir moi-même. Quelles sont les causes de la dépression? Ce sont notamment tous les stress de la vie passée et présente. Qui risque de souffrir de dépression? La dépression peut toucher n'importe qui, même si des facteurs héréditaires sont parfois impliqués dans certains types de dépression. Les différents types de dépression: troubles de l'humeur, troubles affectifs, dépression réactive, dépression endogène, dépression névrotique, psychose, maniaco-dépressif, dépression psychotique, dépression retardée, dépression agitée, dépression masquée, dépression souriante, etc. Étant donné que ce livre traite des états légers à modérés d'anxiété et de dépression, nous ne parlerons pas de la dépression psychotique. Cette pathologie beaucoup plus sévère requiert l'aide d'un professionnel de la santé. Les types de dépression. La dépression exogène. C'est également ce qu'on appelle la dépression réactive ou névrotique. La dépression survient en réaction à un événement marquant dans la vie. Lorsqu'une personne vit un moment triste, par exemple, un deuil, un divorce, la perte de son emploi, il est facile de comprendre que cela puisse altérer l'humeur. Parfois, toutefois, un changement mineur provoque chez certaines personnes de la dépression lorsque cela aurait été sans conséquence chez d'autres. Les raisons peuvent être nombreuses. Il existe un arriéré d'événements qui n'ont pas été dirigés. Parfois encore, la personne n'a pas eu le temps de se remettre d'un choc, même mineur, qu'elle a subi peu de temps auparavant. Parfois enfin, la dépression survient parce que la personne a appris à réagir de cette manière. De même que l'on peut enseigner à un enfant à être anxieux, on peut lui apprendre à être dépressif. La dépression endogène maintenant. Ce type de dépression provient de notre organisme et plus particulièrement de perturbations au niveau des neuromédiateurs qui interviennent dans l'équilibre psychique. Cependant, les choses ne tournent jamais mal, dans le corps ou dans la tête, sans qu'il y ait une cause. Elle n'est peut-être pas évidente si l'on tient compte des circonstances actuelles de la vie. Qu'est-ce qui explique sa dépression? Il adore son épouse et sa famille et roule dans une belle voiture. Mais il y a certainement quelque chose qui tient au passé, avant de dire « Ah, oui, mais c'était il y a longtemps et la vie est redevenue facile pour lui ». N'oubliez pas que si les émotions douloureuses passées ne sont pas expérimentées, elles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles peuvent ressurgir lorsqu'on s'y attend le moins et vous obliger à les affronter. Les émotions refoulées qui risquent le plus de provoquer ensuite de la dépression sont la colère, la frustration, la tristesse, la culpabilité et bien évidemment la conviction d'être dépourvu de charme ou d'intérêt. Il est vital de prendre conscience que ce qui a de l'importance, ce n'est pas la réalité d'une situation mais les émotions. Ainsi, un homme laid peut ne jamais connaître de dépression et être très heureux de son sort s'il accepte tel qu'il est. Tandis qu'un homme charmant et séduisant, qui doute de ses atouts, peut sombrer dans la dépression. Quelle que soit votre réussite actuelle ou le nombre de personnes qui vous répètent à quel point vous êtes une personne merveilleuse, vous connaîtrez la dépression, si vous vous traînez des tonnes d'émotions négatives à votre sujet. Exprimez ces émotions pour vous en débarrasser. Ensuite, vous irez mieux. La dépression mixte. Bien des personnes souffrent à la fois de dépression exogène et endogène si elles accumulent des difficultés dans leur vie et l'incapacité d'y faire face à cause d'une névrose. La dépression agitée.
Normalement, la dépression est associée à un ralentissement général, mais dans ce cas, la personne est également hyperactive et anxieuse. C'est une situation particulièrement difficile à vivre, car il n'y a pas le repos qu'apporte généralement la dépression. La dépression souriante. Certaines personnes font des efforts surhumains pour cacher leur mal-être, raconter sans cesse des blagues et en moyen d'utiliser l'humour comme mécanisme pour contenir sa douleur et tromper les autres. C'est ce que l'on pourrait appeler le syndrome du clown, une bouche qui sourit et des yeux tristes. D'ailleurs, je fais encore une petite parenthèse, je suis un clown. Je fais partie de la dépression souriante. Je pense que les abonnés qui me sont proches et qui me connaissent depuis pas mal de temps, grâce à plusieurs chaînes, savent de quoi je veux parler. Reprenons. La dépression masquée. Les symptômes ne sont que physiques, maux de dos, de tête, troubles digestifs. La personne qui souffre n'est pas forcément consciente de la cause réelle de ces maux et peut alors refuser d'admettre sa dépression. La psychose maniaco-dépressive ou trouble bipolaire. Une psychose maniaco-dépressive est caractérisée par une alternance d'états euphoriques et prostrés. Certaines personnes vivent bien les phases de surexcitation, mais la plupart s'en accommodent aussi mal que des périodes d'abattement, car elles ont conscience des modifications incessantes de leur humeur. C'est parfois très difficile à vivre pour l'entourage. Les pensées et les actions de la personne qui souffre peuvent être sujettes à un rythme si infernal qu'elle travaille alors plus vite, est très créative et accomplit de grandes choses. Cependant, elle peut ensuite devenir irresponsable au volant, dans ses dépenses ou lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Dans ses relations avec les autres, c'est là aussi des hauts et des bas. Si l'un de vos amis se comporte d'une manière qui ne lui ressemble pas, évoquez avec lui la possibilité qu'il soit épuisé nerveusement et encouragez-le à consulter. Cela risque d'être difficile à lui faire entendre car, dans un premier temps, il peut penser que la vie est magnifique, sauf que cela ne dure pas. Le système nerveux est débordé par cet excès d'enthousiasme délirant, inévitablement suivi par une longue descente aux enfers. Un traitement médical peut s'avérer efficace et permettre d'éviter les rechutes. Le trouble affectif saisonnier. Cette dépression hivernale, qui survient chaque année en automne, tend à s'aggraver au fur et à mesure que les jours raccourcissent. Elle débute généralement par une augmentation du besoin de dormir et une diminution de la capacité à se concentrer pour évoluer vers de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété et la perte de la libido. Les autres signes possibles sont des douleurs et un besoin de manger plus d'aliments gras et sucrés. Les symptômes s'améliorent avec l'approche du printemps, en mai généralement. Tout rentre dans l'ordre. Certains, même s'ils se sentent mieux, finissent cependant par tomber dans une dépression ordinaire, à cause de la répétition de cet épisode dépressif, année après année. Ils n'ont plus la force de recoller les morceaux de leur vie. Chaque printemps, ils arrêtent leurs études, perdent leur travail et leurs amis. Dès que l'on reconnaît la nature de cette dépression, la personne peut l'éviter en s'exposant plus souvent à la lumière du jour. Il lui suffit de passer chaque jour 20 à 30 minutes dehors, sans lunettes de soleil, aux heures les plus lumineuses de la journée. Idéalement, il vaudrait mieux travailler à la lumière naturelle, près d'une fenêtre. Si les symptômes sont importants, certains médecins recommandent la luminothérapie ou photothérapie. Cela consiste à s'exposer à une lumière blanche, à large spectre, proche de la lumière naturelle. On utilise une lampe dont la l'ampoule est beaucoup plus puissante qu'une ampoule électrique normale. La lumière stimule la glande pinéale, l'épiphyse, ce qui rééquilibre la production hormonale et prévient le problème. Certains hôpitaux et cliniques sont équipés de ce type de lampe qui est également possible d'acheter. Mais l'appareil n'est pas remboursé par la sécurité sociale. On peut également porter une sorte de casquette à visière lumineuse ou encore se réveiller en douceur grâce à un simulateur de l'aube. À quoi ressemble la dépression ? Voici ce qu'on décrit des personnes souffrant de dépression. Je n'ai plus d'intérêt pour rien ni personne. Bien sûr, j'aime toujours ma famille, mais je ne le ressens plus. Je suis épuisée, je pense au ralenti. Même parler m'épuise. Je fais des efforts surhumains pour amener les enfants à l'école. Puis, je retourne m'asseoir dans la cuisine, à regarder le mur jusqu'à l'heure du repas. Je me sens inutile et coupable. C'est comme si le temps s'était arrêté.
C'est comme si un brouillard gris enveloppait tout. Je n'ai qu'une seule envie, rester au lit, la tête sous la couette. Je ne supporte plus de regarder la télévision. Je fonds en larmes dès que je tombe sur quelque chose de triste. Cela me coûte beaucoup d'être avec des gens. Personne ne me comprend. Je dois faire semblant que tout va bien, c'est l'enfer. Tout ce que je faisais auparavant avec plaisir me semble aujourd'hui au-delà de mes forces, ne serait-ce que de préparer les repas ou promener le chien. Avant, j'adorais me faire belle, séduire. Maintenant, certains jours, je n'ai même plus la force de me lever, de m'habiller et même de me laver. Je regarde les gens et je suis médusée qu'ils s'intéressent à tant de choses, lire, faire du sport, bricoler. Je ne les comprends pas. À quoi bon? Je suis un fardeau pour ma famille. Ils seraient tellement mieux sans moi. Je rêve d'une bonne nuit de sommeil. Tous les matins, je me réveille entre 4 et 5 heures. J'aimerais tant m'endormir à une heure normale. Souvent, ce n'est pas avant 3 heures du matin. Et du coup, le matin, je n'arrive pas à émerger. Si au moins je pouvais pleurer. Les larmes sont au fond de moi, mais elles n'arrivent pas à sortir. Je m'inquiète tout le temps pour l'avenir. Tout est si sombre. J'ai toujours comme un poids sur l'estomac. Je me sens toujours oppressée au niveau de la poitrine. Je suis convaincue d'avoir un problème cardiaque ou un cancer. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Je ne veux pas faire l'amour, je fais tout pour l'éviter. Je vais un peu mieux en fin de journée, du coup je me lève tard pour éviter les matins que je redoute. En journée ça va à peu près, mais le soir c'est la dégringolade. Vous pouvez compter sur l'affection de vos proches, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas du tout seul, ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas tombé sur la tête et vous allez guérir. D'autres y arrivent, pourquoi pas vous? Les premiers signes d'une amélioration. C'est parfois lent au début, voici quelques réactions. J'ai regardé mon fils dans son petit lit. Pendant quelques secondes, j'ai senti combien je l'aimais. Cela a été un tel soulagement. Je sais que je peux de nouveau éprouver des émotions. Je me suis réveillée et j'ai pensé. Je vais prendre un café et aller acheter le journal. Cela faisait des mois que je ne m'intéressais plus à l'actualité. Jusque-là, je me disais, encore une nouvelle journée affrontée. Ça n'a pas duré, mais cela m'a redonné de l'espoir. Jusque-là, je réagissais toujours par la défensive lorsque quelqu'un essayait de m'encourager, mais je ne le fais plus. J'ai dû me forcer pour aller au spectacle de l'école de ma fille, et j'ai été étonnée que ça se passe aussi bien. Mon épouse était en colère. J'ai filé me réfugier au garage. Quand j'en suis ressortie, je n'en revenais pas. J'avais passé 2 heures à nettoyer les outils et à planter quelques bulbes. C'était la première fois depuis des semaines que je faisais autre chose que d'être clouée à ma chaise, hormis l'obligation de me traîner au travail. C'est la première fois depuis des années que j'ai bien réagi quand mon mari a parlé des prochaines vacances. J'ai retrouvé le plaisir de manger et j'ai même acheté un livre de cuisine. Je suis plus à l'écoute de ma femme, c'est affreux comme j'étais égoïste. J'étais tellement repliée sur moi-même que je ne lui prêtais plus la moindre attention. Il m'a fallu du temps pour accepter que ce fût de la dépression, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à remonter la pente. Les journées agréables sont de plus en plus nombreuses, même si les mauvais jours j'oublie les bons moments. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais je m'en souviens encore. J'ai remarqué la couleur du gazon. C'était un vert superbe, et je le voyais. C'était comme si je sortais de prison. 10. L'épisode dépression majeure. Il s'agit généralement d'anxiété et ou de dépression à un degré tel qu'il n'est plus possible de mener une vie normale. Les psychiatres se sont longuement penchés sur la différence entre l'anxiété et la dépression. Parfois, le diagnostic est facile, mais le plus souvent, la personne épuisée nerveusement souffre d'un mélange des deux. Lorsque les manifestations de l'anxiété régressent, celles de la dépression apparaissent ou inversement. Lorsque l'on pense à la dépression nerveuse, on s'imagine souvent un fou furieux en camisole de force, interné contre son gré. On parle souvent, à juste titre, de nerfs à fleur de peau. Avant de chercher d'autres termes, il serait peut-être bon de laisser de côté ce croque-mitaine, car, après tout, ce ne sont que des mots. Si l'on dit à quelqu'un qu'il souffre de dépression majeure, il est incompréhensible qu'il ait peur. En revanche, si on lui explique que ses nerfs sont mis à rude épreuve, le sens est peut-être le même, mais il sera mieux perçu. Il nous arrive à tous de craquer à des degrés différents, un jour ou l'autre. Si notre système nerveux ne parvient pas à faire face à un stress répété, cela entraîne des réactions du type perdre son calme ou piquer une crise.
Il peut s'agir d'une forme atténuée d'épisode dépressif majeur. Lorsque le système nerveux se trouve complètement dépassé par les événements en réaction à un stress important et répété, la réaction est intense. On parle alors d'épisode dépressif majeur. Peut-on guérir d'un épisode dépressif majeur ? Oui, bien sûr. Le système nerveux est toujours capable de reprendre le dessus. Mais si la dépression peut devenir pour vous de l'histoire ancienne, ce ne serait peut-être pas le cas de vos proches. On oublie facilement qu'une personne a été opérée de la vésicule biliaire ou de la hanche, mais il n'en va pas de même si elle a subi des altérations de comportement, troubles de l'humeur, irritabilité, repli sur soi. Le doute persiste sur sa personnalité normale. Heureusement, celui qui a remonté la pente est souvent beaucoup plus stable que ceux qui font l'impasse sur leurs problèmes nerveux. Un épisode dépressif majeur peut avoir l'effet d'un grand nettoyage de printemps sur l'inconscient. Les défenses protectrices cèdent et la personne souffrante perd sa carapace. Je vais y arriver. Elle est alors trop faible pour masquer plus longtemps sa douleur. L'énergie faramineuse déployée pour refouler certaines émotions est libérée, ce qui laisse la personne épuisée, mais également sur la voie de la guérison. Les traitements pour un épisode dépressif majeur. L'être humain a toujours recherché des substances pouvant l'aider à surmonter sa peur. Il en a trouvé plusieurs qui soulagent temporairement les symptômes, mais à quel prix ? Au prix d'une dégradation de la santé physique. On ne peut pas avaler chaque jour un produit toxique et s'attendre à rester en bonne santé, et de modifications inévitables de la personnalité, conséquence d'une sédation ou d'une stimulation prolongée du système nerveux. S'ajoute à cela le problème de la dépendance médicamenteuse. Aujourd'hui, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Des groupes de soutien et des organismes œuvrent de concert pour faire le ménage dans le désordre causé par l'utilisation massive des tranquillisants et des somnifères connus sous le nom de benzodiazépines. Consultez un médecin. Bien des patients n'avouent qu'une partie de leurs symptômes à leur médecin. Ils sont trop gênés pour oser citer la longue liste de leurs problèmes, apparemment sans lien, et hésitent souvent à poser des questions. Une consultation idéale. La personne qui souffre a besoin de comprendre l'origine de sa maladie. Le bilan est négatif. Vous n'avez pas besoin de traitement médicamenteux ou chirurgical. En revanche, vous avez vraiment besoin d'aide. Votre corps a été confronté à un tel stress qu'il s'est mis à produire trop d'adrénaline. C'est ce qui explique vos émotions inhabituelles. Vous allez apprendre à ralentir le rythme et à vous relaxer. Une séance est prévue ici, mardi à 19h30. S'il vous faut absolument du repos, je peux vous prescrire un tranquillisant pour 2 semaines. Mais l'idéal serait de vous en passer. Il est risqué de prendre plus longtemps ces médicaments. Vous pourriez devenir dépendant, ce qui vous plongerait dans la dépression. L'autre problème, c'est que vous ne réglerez rien tant que vous êtes sous sédatif. Ce serait comme de poser une attelle sur un bras cassé. Utilisé pendant une courte période, cela permet aux os de se ressouder, mais tant que l'attelle n'est pas retirée, votre bras ne peut pas retrouver toute sa vigueur. Je vais signaler que vous allez participer à la séance. Pourriez-vous y retourner si vous sentez que vous n'avez pas fait suffisamment de progrès ? Le patient repart de cette consultation avec la certitude d'avoir été écouté. On lui a fourni des explications, quoique succinctes, sur la cause de ses symptômes. Il sait qu'il pourra désormais compter sur une aide extérieure. Malheureusement, la réalité est souvent éloignée de ce monde idéal. Peu de médecins sont en contact direct avec un psychologue, un psychiatre ou un thérapeute en relaxation. Cela étant, certains ont conscience de la valeur limitée d'une prescription médicale et comprennent l'importance de l'éducation et du soutien thérapeutique. Ils prévoient des consultations plus longues, fournissent à leurs patients des informations écrites sur l'anxiété et la dépression et peuvent, en outre, les orienter vers des structures d'aide et de soutien psychologique. Une consultation décevante. Un médecin qui se veut optimiste et rassurant aura tendance à dire « Tous vos examens sont normaux, ce sont juste vos nerfs, rentrez chez vous et n'y pensez plus ». Un discours qui risque d'avoir l'effet inverse sur la personne venue consulter. En effet, les symptômes sont toujours là et elle ignore quoi faire pour s'en débarrasser. Elle espérait probablement qu'un examen révélerait la cause de son problème, le plus simple ayant été une hypothyroïde, une anémie ou une hernie facile à traiter avec une pilule magique ou une intervention.
Elle quitte donc la consultation en étant censée être soulagée par le résultat négatif du bilan, mais en ayant du mal à accepter que tant de symptômes soient dus à ses nerfs. Est-ce de sa faute? Si aucune raison n'explique ces troubles et qu'il n'y a aucun traitement envisagé, alors tout vient peut-être de son imagination. Probablement déjà consciente des réactions de son entourage vis-à-vis des personnes épuisées nerveusement, elle risque d'inventer une histoire pour ne pas avoir à affronter l'humiliation de dire la vérité à sa famille et à ses amis. Le médecin a, lui aussi, ses nerfs. Rien n'excuse un médecin indifférent à votre douleur psychique qui vous prescrit des cocktails pharmaceutiques plus néfastes que bénéfiques ou décide d'arrêter brutalement vos tranquillisants. Cependant, votre colère à son égard risque de diminuer si vous vous mettez à sa place. En effet, combien de fois ne vous êtes-vous pas senti obligé de dire que vous n'êtes pas un faiseur de miracles? Or, c'est justement ce que vous attendez de votre médecin. Chaque jour, il doit assurer des petits actes chirurgicaux, comme recoudre une plaie, diagnostiquer toutes sortes de maladies, faire face à des situations parfois difficiles, comme un patient particulièrement violent ou des proches qui refusent d'admettre que la fin est proche pour leurs amis. N'oubliez pas qu'un médecin est également un être humain, pouvant lui aussi souffrir d'anxiété ou de dépression. Un rapport a ainsi établi que plus il prescrit de tranquillisants à ses patients, plus son anxiété sera grande. Les médecins sont parfois mal à l'aise avec les émotions de leurs patients. C'est probablement parce qu'ils n'ont pas été suffisamment formés à cela durant leurs études ou peut-être aussi à cause de leurs propres gènes ou peurs. Ce ne sont pas des robots entraînés à poser un diagnostic ou à exciser un kyste. Lorsqu'ils sont confrontés aux émotions de leurs patients, c'est comme si l'on versait du sel sur leurs propres blessures. Et ce n'est pas une blouse blanche qui les immunise. Imaginez leur calvaire lorsqu'ils viennent de perdre 3 patients alors que leur propre épouse est à l'agonie. Personne n'est là pour les soutenir. Il est regrettable que leur peur d'être perçus comme non professionnels les empêche d'exprimer ce qu'ils éprouvent. Nous sommes tous égaux dans la douleur. Pourquoi est-il si difficile de comprendre les troubles psychologiques? La personne qui souffre est souvent perçue comme hypocondriaque ou simulatrice parce qu'elle ne présente aucun symptôme notable. Il est facile de comprendre la fièvre avec une pneumonie ou la douleur avec une fracture, mais beaucoup plus difficile à admettre si les symptômes révèlent de troubles psychologiques. Si une personne atteinte d'une pathologie physique ou d'une blessure devient irritable ou dépressive, elle sera traitée avec tous les égards qui lui sont dus, car cela s'expliquera par sa maladie. Une personne souffrant de troubles psychologiques sera souvent traitée avec moins d'attention, à moins qu'elle ne tombe gravement malade et ne nécessite des soins en milieu hospitalier. Comment savoir que nous sommes nerveusement à bout? Les premiers signaux d'alarme émis par le système nerveux sont vagues et souvent ignorés. Apathie, irritabilité, modification des habitudes alimentaires ou du sommeil, ainsi que fréquemment une perte d'intérêt et de plaisir dans tous les domaines de la vie. Si cela ne s'améliore pas, le système nerveux se trouve dépassé. Le chaos règne alors avec tous les symptômes associés. Une personne qui dit « c'est arrivé si soudainement, la semaine dernière j'allais bien », n'a en fait pas remarqué que ses nerfs étaient à bout. À présent, il l'oblige à en prendre conscience. Il est bien regrettable de ne pas procéder à un système d'alarme qui s'activerait au moindre surmenage, du style l'apparition de plaques noires sur le corps. Nous pourrions alors réagir à temps. Et bien voilà, cette lecture est terminée. Dans la prochaine vidéo, nous entamerons la 11e, je ne vais pas dire chapitre, mais 11 quoi, parce qu'on était à la 10. Volontairement, j'ai un tout petit peu réduit pour moi, pour me faciliter un petit peu au montage, parce que c'est très difficile, entre les cafouillages, etc. Mais voilà, cette lecture est à présent terminée. Je m'excuse d'avoir un petit peu bégayé. Ce livre, je le découvre avec vous. Je ne l'ai pas lu au préalable, bien évidemment. Je l'aurais lu au préalable, il y aurait peut-être eu moins de fautes. Et c'est un livre qui me touche particulièrement parce que voilà, il me parle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me parle beaucoup et je ressens en fait chaque parole de ce livre. Je ne saurais vous expliquer, mais ça me fait du bien en fait. Voilà. Donc j'espère que cette lecture vous a plu. Pour les nouveaux et les nouvelles, dans le petit, vous avez la première partie.
n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce livre, des réflexions. Voilà, pour ma part, je trouve que c'est un livre très bien écrit, avec tout ce qu'on ressent en fait en angoisse, en dépression, etc. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une excellente nuit, soirée, journée. Ça dépendra à quelle heure, quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse toutes et tous et n'oubliez pas, on n'est jamais seul dans la vie, quoi qu'il arrive. Malgré les difficultés, on n'est jamais seul. Je vous embrasse.